Bonjour tout le monde, on va parler dans cette présentation des lymphomes de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens. Donc dans les hémopathies malignes, on a déjà parlé des leucémies aiguës, les leucémies chroniques, la leucémie lymphoïde chronique et la leucémie myéloïde chronique. Donc on va parler des lymphomes aujourd'hui. Donc comme un rappel, quand les cellules proviennent de la moelle, on parle de leucémie. Si ça provient des organes lymphoïdes secondaires périphériques, ganglions, la rate, tissu lymphoïde associé aux muqueuses, on parle des lymphomes. Le système lymphatique il est formé des vaisseaux et de tissus lymphoïdes, donc les ganglions et les autres organes. La lymphe transporte les déchets produits par l'organisme. Donc voilà un schéma qui montre l'anatomie du système lymphatique. Comme vous voyez, donc il y a des ganglions, il y a plusieurs ganglionnaires périphériques, donc il y a cervical, susclaviculaire, axillaire, inguinal, et il y a les adénopathies, oui, bien sûr, épitrocliennes et du creux poplité. Et il y a des adénopathies profondes qui sont médiastinales et abdominales. Donc, la lymphe, les ganglions drainent la lymphe qui provient des différents organes. Ensuite, elle sera acheminée vers le canal thoracique qui va se jeter dans le creux susclaviculaire gauche. Il y a la veine lymphatique qui draine une partie du médiastin avec côté droit et se jette dans le creux susclaviculaire droit. On a, donc c'est un schéma qui représente un ganglion. Il y a les vaisseaux qui sont afférents, il y a les vaisseaux efférents du ganglion, et ensuite ils vont rejoindre la circulation veineuse. Voilà la jonction lymphatique et veineuse. Le ganglion est également irrigué par sang, donc il y a la circulation artério-veineuse, il y a la filtration, et là où se fait la filtration. Donc voilà l'organisation générale du système lymphatique et du système cardiovasculaire. Donc, pour l'anatomie et la structure, l'histologie et les structures ganglionnaires normales, donc on a une capsule, il y a la région sous-capsulaire qui est zone lymphocyte T dépendante et la région médulaire qui est zone T également dépendante, lymphocyte T dépendante. Il y a la région corticale qui c'est une zone lymphocyte B dépendante. On a donc deux types de follicules, follicule primaire. Après une stimulation antigénique, il y a l'apparition de ce qu'on appelle le centre germinatif qui va donner les follicules secondaires, au sein duquel on va trouver des centrocytes et des centroblastes. Donc, comme toute hémopathie maligne, la classification est basée sur l'origine cellulaire. Par exemple, donc les leucémies, ça provient de la moelle. Si ça touche les lignes myéloïdes, c'est les leucémies aiguës myéloblastiques. Si ça touche les lignes lymphocytes, c'est les leucémies aiguës lymphoblastiques. Donc également pour les hémopathies malignes, vous voyez là, on va parler des lymphocytes B. Donc ça provient des organes lymphoïdes secondaires périphériques. Là, on voit qu'il y a un follicule secondaire avec le centre germinatif. Les cellules qui viennent d'avant, donc c'est les lymphomes, s'il y a un blocage là, donc s'il y a une anomalie qui se fait à ce niveau, donc il y aura une prolifération de ces cellules, c'est-à-dire cellules du manteau, parce que cette région, c'est la région du manteau. Donc les régions pré-centre germinatif, ce qu'on appelle les lymphomes du manteau. Tout ce qui vient après le centre germinatif, c'est la région de la zone marginale. On a le lymphome de la zone marginale, on a lymphome lymphoplasmocytaire, etc. Et il y a des lymphomes dont l'origine vient du centre germinatif. C'est ça l'origine cellulaire, l'origine de la cellule tumorale. Donc on a les lymphomes folliculaires, lymphome de Burkitt, lymphome à grande cellule B et lymphome de Hodgkin. Donc l'origine c'est le centre germinatif. Donc vous voyez que maturation de lymphocyte B, elle quitte la moelle, ensuite elle va au niveau des organes lymphoïdes secondaires, c'est une cellule qui est naïve, après une stimulation antigénique, centroblaste qui va donner des centrocytes, ensuite ces centrocytes au niveau du centre germinatif et ils vont donner des lymphoplasmocytes, c'est une cellule intermédiaire entre plasmocyte et le centrocyte. Ensuite, plasmocyte qui va sécréter des immunoglobulines. Et bien sûr, il y a des lymphocytes B mémoire. Donc, quand il y a une anomalie à n'importe quel
stade, ça donnera le syndrome lymphoprolifératif et dont la classification dépend de l'origine de la cellule. S'il y a une anomalie à ce niveau, c'est le lymphome de la zone du manteau. Là, c'est les centres germinatifs. On a cité les lymphomes qui proviennent du centre germinatif, essentiellement folliculaire, lymphome à grande cellule B et le lymphome de Hodgkin. Et le post-centre germinatif, c'est surtout le lymphome lymphoplasmocytaire et le lymphome de la zone marginale. C'est la même chose pour le lymphome T, donc tout dépend de l'origine de la cellule. On va commencer avec le lymphome de Hodgkin. Avant de voir la définition, donc ce qu'il faut savoir, point très important, c'est le diagnostic positif de lymphome de Hodgkin. Tous les lymphomes, pour poser le diagnostic des lymphomes, comme les leucémies lymphoïdes chroniques, c'est la cytométrie en flux. Les leucémies aiguës, c'est la moelle et on doit trouver un seuil supérieur, des blasts supérieurs à 20%. Les lymphomes, pour poser la LMC, c'est myéline supérieur à 20% et le chromosome de Philadelphie positif. Par contre, les lymphomes, on doit étudier le tissu. Donc, l'étude histologique est obligatoire pour poser le diagnostic des lymphomes. Ça, c'est obligatoire. C'est pour ça ce qu'on va voir dans la définition, c'est une surtout définition histologique. Donc, le lymphome de Hodgkin, c'est une hémopathie maligne des tissus lymphatiques. Elle est caractérisée par la présence de cellules caractéristiques qui sont les cellules de Rett-Sternberg. Elles sont spécifiques à la maladie de Hodgkin. C'est les cellules de Rett-Sternberg. On va voir la morphologie de ces cellules. Dont l'origine lymphoïde est admise et ça provient du centre germinatif et d'origine les lymphocytes B. Donc voilà pour ces cellules de Rett-Sternberg. Elle est associée, ces cellules de Rett-Sternberg, en plus de cellules de Rett-Sternberg, il y a la disparité de l'architecture, un granulome inflammatoire, une sclérose plus ou moins importante, ce qu'on appelle la lymphogranulomatose. Donc, le lymphome de Hodgkin fait partie des lymphogranulomateuses malignes. Vous avez vu dans le module d'anatomopathologie en troisième année qu'il y a des lésions granulomateuses. Parmi ces lésions, on a la tuberculose, on a la sarcoïdose. Donc le lymphome de Hodgkin fait partie des lymphogranulomateuses, mais malignes. Donc, on retrouve des cellules caractéristiques qui sont les cellules de Rett-Sternberg au sein d'un granulome inflammatoire. C'est ça la définition de lymphome de Hodgkin. C'est une définition pratiquement histologique. Voilà. Comme toute hémopathie, il y a un déficit immunitaire, mais Hodgkin, dans le lymphome de Hodgkin, c'est surtout déficit d'immunité cellulaire. C'est la particularité c'est une hémopathie. Elle est maligne, mais c'est la première hémopathie maligne curable. C'est une hémopathie de bon pronostic. Donc 80% des stades avancés et 90% des stades localisés guérissent. Par contre, l'évolution spontanée, c'est-à-dire sans traitement de la maladie de Hodgkin, aboutit au décès des patients. Un mot sur l'épidémiologie. Donc, l'âge, elle se voit à tout âge, à l'exception des âges extrêmes, inférieurs à 2 ans et supérieurs à 80 ans. L'incidence augmente avec la puberté, avec deux pics de fréquence. En Algérie, la moyenne d'âge, elle est de 27 ans. Donc, le sexe, il y a une légère prédominance masculine, avec un sexe ratio de 1,5 à 2. On note sur le plan histologique, on va voir les différents types histologiques. L'entité la plus fréquente, c'est le type scléronodulaire type 2, surtout chez les jeunes adultes. Et la cellularité mixte augmente avec l'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que scléronodulaire, c'est l'entité la plus fréquente. Pour l'étiologie de lymphome de Hodgkin reste inconnue. Donc ça, c'est l'origine de la cellule. On a déjà vu d'où ça provient. On a les facteurs favorisants. Parmi les facteurs, le facteur qui est le plus incriminé, c'est l'Epstein-Barr virus, le BV. Il y a des cas familiaux et il y a des facteurs environnementaux. C'est pour ça qu'on doit rechercher le niveau socio-économique, on va rechercher les antécédents familiaux, etc. Pour le mode d'extension, donc c'est une pathologie qui est lymphoïde. L'extension, il se fait selon trois modes. Donc, soit la voie lymphatique, c'est-à-dire de proche en proche, il suit le circuit de la circulation de la lymphe. Voilà. Et
je vais vous montrer. Donc, la lymphe, c'est-à-dire si on a atteinte susclaviculaire droite, on aura systématiquement une atteinte médiastinale. Ensuite, il y aura la propagation jusqu'à la rate. Il va remonter par le canal thoracique. Il va jusqu'à la susclaviculaire droite. Il peut donner une localisation axillaire. Vous voyez, c'est une propagation de proche en proche. Et on a le carrefour, le site initial, pratiquement, c'est susclaviculaire gauche. S'il y a susclaviculaire, on va rechercher l'atteinte médiastinale, par exemple. On peut avoir atteinte susclaviculaire droite. On peut avoir l'axillaire. Donc, vous voyez, ça suit un circuit. Donc, elle peut donner atteinte surtout médiastinale. Voilà, ça c'est le circuit, c'est le départ ailé cervical gauche. Et ça c'est le circuit de la lymphe, c'est le point de départ. Donc s'il y a une adénopathie, on recherche tout. 70% il y a une atteinte médiastinale. Donc vous voyez la propagation à point de départ cervical droit. Et là, c'est la propagation point de départ cervical gauche. C'est pour ça quand il y a une localisation susclaviculaire, surtout à gauche, constitue un carrefour important de diffusion à partir d'un site initial. Donc, sa présence doit faire rechercher l'atteinte médiastinale sous-diaphragmatique et cervicale droite ou moyenne et axillaire. Parce que la propagation se fait de proche en proche et vous voyez comment elle se fait. Donc, voilà pour la propagation lymphatique. C'est simple, ça suit le circuit de la lymphe. La voie hématogène, elle est d'une façon extension anarchique, ce qui explique l'atteinte des viscères à distance, l'os, la moelle, le poumon et le foie. L'atteinte par contiguïté, c'est-à-dire qu'il y a une région ganglionnaire qui est touchée, et cette région ganglionnaire, elle envahit un organe, un viscère de voisinage. Je vais vous donner un exemple. S'il y a une masse médiastinale, donc cette masse médiastinale, si elle est très volumineuse, elle va infiltrer le poumon et du coup, on aura une atteinte du poumon par contiguïté. Je vais vous donner un autre exemple. Si on a une atteinte ORL et une masse ORL qui est volumineuse, donc il y a un risque d'envahissement de la base du crâne. Donc voilà les atteintes par contiguïté. Donc on a trois modes. Ensuite, on va commencer avec les- le tableau clinique. On commence par les circonstances découvertes comme toute question de pathologie. Le début, il est insidieux, il est progressif. C'est une pathologie qui est chronique. Donc voilà, toujours quand on fait l'histoire de la maladie, le début de trouble remonte à 3 mois, 4 mois, 5 mois, voilà. Le début, il est insidieux et progressif. Il y a plusieurs motifs de consultation. Donc le patient peut venir consulter pour un syndrome tumoral. C'est ça le premier motif de consultation. Le plus souvent, les adénopathies sont uniques, sont superficielles. Cervicale, axillaire, susclaviculaire, inguinale, voilà, qui gênent le patient d'apparition récente, mais le problème, donc génère unique ou multiple de volume modéré, ils ont les caractéristiques d'une adénopathie tumorale. Ils sont fermes, mobiles, non adhérentes, non inflammatoires. Voilà les caractéristiques d'une adénopathie tumorale. Ça c'est le plus souvent, c'est des adénopathies superficielles. Des atteintes profondes moins fréquentes, soit médiastinales, on va révéler ça soit par un syndrome de détresse, s'il y a une masse médiastinale qui comprime le poumon, donc on peut avoir une toux, c'est un syndrome de détresse respiratoire. S'il y a une compression vraiment des structures vasculaires, on aura surtout le cave supérieur, donc on aura une circulation veineuse collatérale, un œdème pèlerin, on a une turgescence des jugulaires, ce qu'on appelle le syndrome cave supérieur, c'est-à-dire le veine cave, elle est comprimée et cette compression vient de la masse. Et secondaire à la volumineuse masse qui comprime les structures vasculaires. Donc ça, c'est un motif de consultation, ou bien lors de la pratique d'un téléthorax, d'une façon systématique.
Ou bien on a des atteintes abdominales dans 10% des cas. Généralement, quand il y a une atteinte sous-cutanéenne pragmatique, l'état général n'est pas conservé. C'est un état général altéré avec des fièvres inexpliquées, thrombus transit, douleurs abdominales, etc. Ou bien lors de la pratique de l'imagerie, d'échographie abdominale, etc. Donc, les complications neurologiques s'il y a atteinte des nerfs crâniens. La maladie peut être révélée par l'exploration des signes généraux, et on a déjà cité les signes généraux qu'on les retrouve dans le syndrome lymphoprolifératif. On doit systématiquement les rechercher. C'est la fièvre inexpliquée en dehors de tout syndrome infectieux, donc fièvre surtout nocturne supérieure à 38 degrés Celsius, un amaigrissement qui dépasse 10% dans une période de moins de 6 mois, quand il y a des sueurs profuses nocturnes mouillant le linge. Le prurite, c'est un signe péjoratif dans la lymphome de Hodgkin, mais il ne fait pas partie des signes généraux. Les signes généraux, c'est ces trois symptômes. Prurite, c'est un signe péjoratif sans lésion dermatologique dans le lymphome de Hodgkin, mais ne fait pas partie des signes généraux. Ou bien lors d'une exploration d'un syndrome inflammatoire. Il y a une hyperleucocytose et on n'arrive pas à expliquer. Donc ça peut révéler un lymphome de Hodgkin. Donc augmentation de la l'AVS, hyperfibrinémie, hyperalpha 2, etc. Ensuite, il y a le motif de consultation. Le patient se présente chez vous. Il faut l'examiner. Donc, l'examen clinique, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Il faut préciser la localisation exacte des adénopathies et la recherche de signes généraux, surtout l'adénopathie initiale. Donc, les signes généraux, on les a déjà cités. Je vous ai dit que le prurite n'est pas un signe, ne fait pas partie des signes généraux, mais lorsqu'il existe, c'est un signe péjoratif. L'examen clinique, on doit rechercher le syndrome tumoral. Donc, quand vous commencez à examiner, vous allez examiner la région cervicale haute, moyenne, basse, sous-maxillaire, occipitale, susclaviculaire, axillaire bilatérale, épitrochléenne, inguinale, sous-creux poplité. Vous allez palper la rate, le foie, ça c'est l'examen, et calculer la flèche hépatique, ça c'est l'examen lymphoganglionnaire. Ce qu'il faut préciser, donc on va faire un schéma. Vous allez dessiner un schéma et vous allez préciser le siège des différentes adénopathies, les dimensions de chaque adénopathie. Comme ça, vous aurez meilleure visibilité, meilleure vision sur votre patient. Donc, généralement, les adénopathies dans le lymphome de Hodgkin, elles sont asymétriques. Contrairement à la leucémie lymphoïde chronique, où généralement sont symétriques et bilatérales. Dans le lymphome de Hodgkin, les adénopathies, elles sont asymétriques. Donc, elles sont asymétriques, soit à droite, soit à gauche, de volume variable. Les mêmes caractéristiques, donc indolore, ferme, élastique, régulière, sont signes de périadénite. Voilà, seront notés donc sur un schéma, ce que je viens de dire, et le reste, il faut un examen complet après. Il faut un examen oral complet, s'il y a surtout des adénopathies cervicales hautes, un examen neurologique, donc l'examen clinique complet des 11 appareils. Ensuite, on va commencer à faire les examens complémentaires. Donc, pour bien guider notre démarche diagnostique devant toute adénopathie, il y a des examens systématiques. Quels sont ces examens d'orientation? Il y a des examens d'orientation et des examens de confirmation. Les examens d'orientation devant toute adénopathie, c'est l'hémogramme, l'IDR à la tuberculine, la ponction ganglionnaire et un téléthorax. Donc, l'hémogramme, il peut être normal, on peut retrouver une anémie inflammatoire, une anémie microcytale en forme régénérative. On peut trouver une thrombocytose d'origine inflammatoire. On peut trouver une hyperleucocytose, avec une neutrophilie. Et on peut retrouver une hyperéosinophilie. L'IDR à la tuberculine, le plus souvent, elle est négative. Dans 70% des cas, on peut trouver une anergie. Mais une IDR qui est positif ne peut pas éliminer le diagnostic qui peut être positif dans 25% des cas. Si elle est négative, ne permet pas d'éliminer le diagnostic. Voilà.
Téléthorax, il peut être normal ou pathologique, il fait partie surtout des bilans d'extension, mais il fait partie des examens d'orientation devant toute adénopathie. Recherche syndrome tumoral profond. Ponction ganglionnaire, donc ponction ganglionnaire, le but, elle est destinée pour études cytologiques, c'est pas histologique. On va ramener des cellules du ganglion, on va les analyser au microscope optique. Comme la moelle, on a étude cytologique, c'est la ponction, c'est le médullogramme. Et pour faire étude histologique, on fait des ponctions biopsie osseuse. Voilà. Il y a les indications ponctionnelles, il y a les indications d'appui. Dans le ganglion, il y a une ponction ganglionnaire, il y a la biopsie pour étude histologique. Ponction ganglionnaire, elle permet une étude cytologique, mais l'étude histologique sur laquelle est basé euh, le diagnostic de cette étude est basé surtout sur la biopsie ganglionnaire qui permet une étude histologique avec immunohistochimie. Dans la ponction ganglionnaire, le patient est installé, on localise notre adénopathie, on fait un badigeonnage avec on nettoie avec un antiseptique, de la bétadine, etc. On ramène une aiguille fine et on ponctionne le ganglion. On fait des mouvements rotatoires, de va-et-vient, etc. Et par capillarité, le suc ganglionnaire va remonter dans l'aiguille. On retire l'aiguille. Ensuite, le suc ganglionnaire qui est à l'intérieur de l'aiguille, on va le mettre sur une lame en injectant donc une seringue qui est remplie d'air et on injecte sur une lame et le sucre va euh, se positionner sur la lame et on va étaler en colorant MGG. Ensuite, on analyse les cellules qui se retrouvent au niveau qu'on a prélevé du ganglion. Voilà. Qu'est-ce qu'on va analyser? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ça, c'est à retenir. On va retrouver par définition, un granulome inflammatoire et des cellules tumorales. C'est les cellules de Redd-Sternberg et les cellules de Hodgkin. Cellules de Redd-Sternberg, donc, c'est des cellules Redd-Sternberg au sein d'un granulome inflammatoire. Le granulome inflammatoire, on a des polynucléaires eosinophiles, des polynucléaires neutrophiles, on a des lymphocytes de petite taille, des lymphoplasmocytes, on a parfois, je vais vous montrer, on a des centroblastes et des immunoblastes. Ça, c'est le granulome inflammatoire. Il y a une réaction inflammatoire. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a associé à des cellules tumorales qui sont caractéristiques de lymphome de Hodgkin? C'est les cellules de Redd-Sternberg. C'est des cellules de grande taille. Ça, c'est à retenir. De grande taille, 25 à 50 microns de diamètre, avec un noyau qui est polylobé avec l'aspect en miroir, nucléole central qui donne l'aspect d'un œil de hibou, et cytoplasme abondant basophile sans granulation. Voilà un exemple dans cellule de Redd-Sternberg qui est une cellule de grande taille, vous voyez. Le lympho, c'est pratiquement 8 microns de diamètre jusqu'à 10. Ça fait plus de 10 fois le. Donc vous voyez une cellule qui est volumineuse avec un noyau qui est polylobé. Vous voyez deux lobes qui sont symétriques, donc aspect en miroir. Et vous voyez le nucléole qui donne l'aspect de œil de hibou. Et le cytoplasme, il est abondant, basophile, agranulaire, parfois grisâtre, etc. Voilà les différentes, c'est la cellule de Redd-Sternberg. Quand on voit cette cellule, on pense directement au lymphome de Hodgkin, surtout quand on a un granulome inflammatoire. La cellule de Hodgkin, c'est la même cellule, elle est monolobée, c'est pas deux lobes, pour vous faciliter, pour ne pas compliquer les choses. Voilà la cellule de Hodgkin. C'est cellule de Redd-Sternberg, mais un seul noyau, c'est tout. C'est ça la différence. Donc, voilà les caractéristiques. Donc, on est orienté vers une hémopathie maligne, vers lymphome de Hodgkin. Qu'est-ce qu'on doit faire? La biopsie ganglionnaire, c'est l'examen de certitude. Il est impératif pour confirmer le diagnostic de maladie de Hodgkin. Donc, prélèvement adénopathie superficielle ou bien profonde, que ce soit scanoguidé ou bien c'est une masse médiastinale ou bien par célioscopie, c'est une adénopathie abdominale, etc. On prélève le ganglion, donc
l'étude anatomopathologique permet d'affirmer le diagnostic sur trois éléments. Quels sont les trois éléments? Les trois éléments, donc pour confirmer le diagnostic, il y a trois éléments, sont obligatoires. C'est la définition du lymphome de Hodgkin. Il y a la destruction de l'architecture ganglionnaire. Vous voyez, c'est un élément très important. Alors que dans l'étude cytologique ne permet pas de mettre en évidence l'architecture ganglionnaire. Présence d'un granulome inflammatoire, ce qu'on vient de voir, et présence de cellules de Sternberg. Vous avez vu, c'est quoi les cellules de Sternberg? Une autre chose qui est elle est obligatoire actuellement, on a vu c'est quoi l'immunophénotypage. On peut faire sur le ganglion l'immunohistochimie, c'est-à-dire on va étudier les antigènes qui sont sur la cellule. Et la cellule de Sternberg, elle est caractérisée par la présence d'un CD30, CD15. Donc, quand on a ces trois éléments, on complète par qui est obligatoire maintenant pour le diagnostic. Il permet diagnostic positif et diagnostic différentiel. Donc, elles doivent être CD30, CD15 positifs. Donc, quand on est devant, et CD-MA négatif pour diagnostic différentiel avec l'anaplastique, grande cellule, CD20 doit être négatif pour lymphome cellule. Donc, quand on a ces trois éléments avec un CD15, CD30 qui est positif, c'est bon, c'est le diagnostic de lymphome de Hodgkin. Très bien, on a posé le diagnostic, il y a une classification histologique de lymphome de Hodgkin c'est la classification de Luc qui dépend donc, il y a des éléments qui permettent de préciser le type histologique et cette classification, elle est basée sur la présence ou non du sclérose annulaire identifiant des nodules et la richesse ou pauvreté en cellules de Sternberg et en lymphocytes. Et ça nous permet de classer notre patient selon quatre types. Cette classification également, c'est à retenir. C'est la classification de la maladie de lymphome de Hodgkin classique. Donc, c'est la classification de Lucuret qui distingue quatre groupes. C'est le type 1, prédominance lymphocytaire. Type 2, scléronodulaire, c'est la plus fréquente, surtout chez l'adulte jeune. Et type 3, qui augmente avec l'âge, c'est la cellularité mixte. Déplétion lymphocytaire, type 4. Donc, voilà les quatre types. Type 1, prédominance lymphocytaire. Type 2, scléronodulaire, le plus fréquente. Type 3, cellularité mixte. Type 4, déplétion lymphocytaire. Cette classification, c'est à retenir. Donc, ça, c'est le type parce qu'il y a de la sclérose, il y a des nodules, formation des nodules, il y a des cellules de Sternberg. Donc, voilà, type scléronodulaire. Cellularité mixte et ça riche en lymphocytes. La classification OMS 2016 est humain. Donc, l'OMS, ils ont ajouté une autre entité. Il y a le lymphome de Hodgkin classique. Ce que vous devez retenir, c'est surtout le lymphome de Hodgkin classique. Il y a le type 2, donc c'est l'ancienne classification histologique. Type 1, riche en lymphocytes. Type 2, classique scléronodulaire. Type 3, cellularité mixte. Type 4, déplétion lymphocytaire. Ça, c'est le lymphome de Hodgkin classique. Ils ont rajouté une autre entité, que ce qu'on appelle lymphome de Hodgkin nodulaire prédominance lymphocytaire. C'est une nouvelle entité. Ils l'ont rajoutée. Elle fait donc, c'est entre lymphome de Hodgkin et lymphome à grande cellule. Donc, cette entité, elle est caractérisée sur le plan. Elle fait 5%, elle est peu fréquente, elle n'est pas fréquente, caractérisée sur le plan histologique par des cellules type de popcorn. Et sur le plan immunohistochimique, l'architecture elle est nodulaire ou nodulaire et diffuse. Et sur le plan immunohistochimique, CD15 et CD30 elle est négative et le CD20 elle est positif. Voilà, et elle évolue vers lymphome agressif, lymphome à grande cellule. Donc voilà cette nouvelle entité. Donc c'est la nouvelle classification. Il y a le lymphome de Hodgkin classique qui regroupe les quatre types et avec lymphome nodulaire prédominance lymphocytaire. Donc voilà, lymphome nodulaire prédominance lymphocytaire. Lymphome Hodgkinien prédominance lymphocytaire nodulaire. Donc voilà l'étude histologique, ce qu'elle montre. Donc, une fois on a posé le diagnostic, on a classé notre patient selon le type histologique, on doit faire l'extension. Donc, jusque-là, on a désigné que l'extension clinique. Donc, voilà, il y a l'extension clinique, il y a l'extension radiologique, histologique et biologique. Pour avoir le bilan lésionnel complet, on doit suivre
toutes ces étapes. Donc, on doit dessiner d'abord notre patient et on doit mettre les différentes lésions, donc différentes atteintes avec les dimensions pour avoir une meilleure vision. Donc, comme ça, on aura le stade exact. euh, Ça nous permet de bien classer notre patient. Donc, cliniquement, on va examiner les différentes aires ganglionnaires, on vient de les citer, recherche une splénomégalie et hépatomégalie, examen oral avec endoscopie, surtout s'il y a une atteinte des adénopathies cervicales hautes, et l'examen de donc, tous les appareils, donc le thyroïde, osmo, etc. Radiologique, on fait un téléthorax et on fait échographie. Le téléthorax à la recherche d'adénopathie médiastinale. Et on calcule ce qu'on appelle l'indice médiastino-thoracique. L'indice médiastino-thoracique, c'est supérieur à 0,33, donc c'est-à-dire il y a des adénopathies médiastinales. Il dépasse 0,35, c'est-à-dire il y a une masse médiastinale qui est volumineuse, qui dépasse. Donc ça nous permet de classer, quand l'IMT dépasse 0,35, ça nous permet de classer notre patient X. On va voir, elle sert à quoi X. Donc, ce qu'il faut retenir quand ça dépasse 0. Comment on calcule l'indice médiastino-thoracique? Donc, on a, contrairement à l'index cardio-thoracique qui permet de voir est-ce qu'il y a une cardiomégalie ou non, là, c'est l'indice médiastino-thoracique à la recherche d'adénopathie médiastinale. Donc, voilà. Comme vous voyez là, c'est une masse qui est, je ne vais pas entrer dans les détails de l'interprétation de téléthorax, vous voyez que clairement que c'est une masse qui appartient au médiastin. Euh, Là, on trace une ligne qui traverse la ligne, la région sous-carinaire, c'est la bifurcation de la trachée. Par exemple, là, c'est 26 cm. Ensuite, on prend le diamètre le plus large, le plus large. Par exemple, on a pris là, c'est ça, on a jugé que cette portion-là, c'est la région la plus large. C'est de 14 cm divisé par 26, ça nous donne pratiquement la moitié, c'est-à-dire on est 0,53. Donc voilà, vous voyez que on a un IMT qui est à 0,50, donc c'est X. Il y a une grosse adénopathie médiastinale. Voilà. Échographie à la recherche d'adénopathie profonde abdominale. Et il y a ce qu'on pratique maintenant, c'est le scanner cervico, thoraco, abdominaux, pelvien pour un bilan lésionnel précis. Il y a un autre examen qui est maintenant indiqué en première intention dans le lymphome d'Hodgkin, le lymphome agressif, c'est le PET scan. PET scan, c'est tomographie par émission de positrons. C'est un examen qui est fait par les spécialistes en médecine nucléaire, qui a le même principe que la scintigraphie. C'est un examen qui est fonctionnel. Il permet de mesurer l'activité métabolique des différents organes. Après injection, donc le principe, on injecte un produit qui est faiblement radioactif. Généralement, le plus utilisé, c'est le 18-FDG. C'est-à-dire, c'est le 18-FDG, c'est un sucre, c'est du glucose. C'est du glucose. C'est le fluorodésoxyglucose. Voilà, qui est radioactif. On injecte ce produit et qui va être diffusé dans tout le corps. Et là où il y a, donc, et vu que les cellules tumorales consomment plus, donc consomment le glucose davantage, plus que les cellules normales, donc on aura une hyperactivité de ces cellules, ce qu'on appelle l'hypermétabolisme. Donc quand on va mesurer l'activité métabolique, on va voir que ces cellules ils sont hypermétaboliques et ça nous permet de préciser. Et on va coupler cet examen à un scanner pour une meilleure précision anatomique. Et comme ça, on aura un bilan lésionnel et précis. Donc, non seulement de voir les lésions, mais de dire qu'elles sont hypermétaboliques, c'est-à-dire, il s'agit d'une localisation. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'imagerie, le scanner qui permet de préciser les localisations. Vous voyez, là, c'est
scanner, on a des localisations. Mais là, quand il y a l'hypermétabolisme, là, on ne sait pas si c'est des lésions qui sont vraiment tumorales ou non. Et quand on voit cet hypermétabolisme, on va se dire que effectivement c'est une localisation. Donc voilà, ça nous permet de donner le bilan lésionnel avec précision. Donc voilà le rôle du PET scan. Donc en Algérie, il n'est pas pratiqué dans tous les centres. Il y a un seul PET scan en Algérie pour l'instant à Tizi, mais j'espère qu'il sera pratiqué par tous les centres parce que c'est un examen qui est très important. Ça permet de donner le bilan lésionnel avec exactitude, premier plan, et deuxièmement, de suivre le patient. Est-ce qu'il a répondu au traitement ou non? Donc, elle a un intérêt majeur, notamment dans le lymphome de Hodgkin. Donc, pour le bilan d'extension radiologique, donc on a vu téléthorax échographie, mais plusieurs fois c'est scanner cervicothoraco-abdominopelvien, et bien sûr, on peut le PET scan. Bien, quand on a, par exemple, des signes d'appel, par exemple, on suspecte qu'il y a atteinte rachidienne, il y a des sciatalgies, des douleurs osseuses, donc on pratique ce qu'on appelle l'IRM médulaire. Si on a une douleur osseuse, on pratique une scintille osseuse. Si on n'a pas, mais avec le PET scan, ça permet de voir s'il y a une atteinte, suspicion d'atteinte cérébrale. Donc, malgré le PET scan, on doit rajouter l'IRM cérébral. Donc, tout dépend des signes d'appel. Maintenant, on reste sur le scanner cervico-thoraco-abdominopelvien. Si on peut, on fait le PET scan. L'histologie, c'est la recherche d'atteinte médulaire. Donc, on fait la PBO. On fait la PBO, ponction biopsie osseuse. L'atteinte médulaire. On recherche l'atteinte médulaire. Donc, parmi les indications de la PBO, c'est le bilan d'extension des lymphomes de Hodgkin et non Hodgkinien. Biopsie du cavum, si on fait une nasofibroscopie, on retrouve une lésion qui est suspecte, on fait une biopsie. S'il y a suspicion d'atteinte hépatique, donc on fait une biopsie. Voilà, biopsies seront guidées selon les signes d'appel. Mais PBO, elle est systématique. Biologique, c'est bilan hépatique, phosphatase alcaline, gamma, GT. Donc, pour la recherche d'atteinte hépatique, l'atteinte hépatique, elle est définie par trois points. Donc, hépatomégalie, ou bien des nodules à l'imagerie, ou bien bilan hépatique perturbé, c'est-à-dire phosphatase alcaline supérieure à 2 fois la normale. Voilà pour le bilan d'extension. On fait ensuite on recherche les signes d'évolutivité. Les signes d'évolutivité clinique, c'est rechercher les signes généraux, les 3 signes généraux. Un de ces symptômes, on va rajouter, pour l'instant, vous savez c'est quoi X. Maintenant, vous savez c'est quoi B, grand B. Quand il y a un symptôme, on va mettre grand B. C'est-à-dire il y a un symptôme des signes généraux. Voilà, au moins un symptôme. Et biologique, soit hyperleucocytose qui dépasse 12 000 ou neutrophilie dépasse à 10 000, VS supérieur à 40, fibrinogène qui dépasse les 5, anémie inflammatoire, alpha 2 supérieur à 8 ou gamma 2, ça c'est l'électrophorèse protéine sérique. Si on a en moins 2, on classe notre patient petit b. Et vous allez voir, ça fait partie des classifications d'un rapport. Donc en termes de ces examens, et le bilan d'extension et recherche signe d'évolutivité, on va pratiquer ce qu'on appelle la classification d'un rapport. On a dit que les classifications servent à standardiser donc la prise en charge, pour améliorer la prise en charge. Comme ça, on aura le même langage partout dans le monde. Voilà, donc quand on utilise la classification en rapport, donc vous savez qu'elle est utilisée partout et comme ça, on va suivre les différentes la prise en charge va être bien guidée. C'est pour ça qu'on utilise les classifications. Par exemple, dans la LSC, c'est la classification de Binet, stade A, B, C. Et vous voyez, ça sert à prendre une décision thérapeutique. Vous avez bien vu ça. Et dans la classification de Binet,
Si vous vous rappelez, dans la leucémie lymphoïde chronique, les aires ganglionnaires, c'est bilatéral et symétrique, parce que la pathologie, c'est bilatéral. Deux aires ganglionnaires cervicales bilatérales, c'est une seule aire ganglionnaire. Axillaire, les deux, c'est une seule aire. Donc, il y a cinq dans la LSI. Par contre, dans le lymphome de Hodgkin, les aires ganglionnaires diffèrent. Donc, cervicale à droite, c'est une aire ganglionnaire. À gauche, c'est une aire ganglionnaire. Donc, s'il y a adénopathie cervicale à droite et à gauche, c'est deux aires ganglionnaires. Il faut il faut faire la différence entre les deux classifications pour ne pas s'embrouiller. Donc, on a l'axillaire ganglionnaire, médiastinal aire ganglionnaire, la rate aire ganglionnaire. Vous voyez sur ce schéma les différentes aires ganglionnaires. Donc, stade 1, par définition, une seule aire ganglionnaire. Stade 2, atteinte de plusieurs aires ganglionnaires, mais d'un seul côté du diaphragme, soit sus, soit sous. 3 c'est atteinte sus et sous diaphragmatique, les deux côtés. Et stade 4, c'est atteinte viscérale, mais à distance, c'est-à-dire, par exemple, on a adénopathie cervicale et on a une hépatomégalie. C'est pas par contiguïté. Par exemple, si on a une atteinte, une masse médiastinale et atteinte pulmonaire, donc par contiguïté, on va mettre, donc il y a une masse médiastinale, et c'est une seule, donc masse médiastinale adénopathie cervicale, et cette masse, elle touche le poumon. On va mettre stade 2 parce qu'il y a deux aires ganglionnaires touchées. Et puisque le poumon il est touché par contiguïté, on va mettre E. C'est l'atteinte viscérale par contiguïté. Mais à distance, on va mettre le patient stade 4 directement. On va classer le patient stade 4. J'espère que c'est clair. Voilà, X, quand il y a une masse médiastinale, donc quand il y a l'IMT supérieur à 0,35, supérieur ou égal à 0,35, ou bien une masse ganglionnaire supérieure ou égale à 10 cm. On met grand X. C'est un facteur de mauvais pronostic. Présence de signes généraux, on va mettre grand B. Et absence de signes généraux, on va mettre grand A. La présence de l'évolutivité biologique, on va mettre petit b, s'il y a deux signes. Si petit a, c'est absence de signes d'évolutivité biologique, c'est le bon pronostic. Donc voilà la classification d'un arbore. Stade 1, une seule aire ganglionnaire. Stade 2, deux aires supérieures, donc plus de deux aires ou plus d'aires ganglionnaires, mais du même côté, donc plus d'une seule, plusieurs groupes ganglionnaires du même côté du diaphragme. Là, c'est de part et d'autre du diaphragme. Et là, vous voyez, il y a une atteinte d'adénopathie, atteinte viscérale à distance, que ce soit le foie, la moelle, l'os, etc. C'est ça la classification qui est utilisée. Ensuite, on a l'évolution. Donc, l'évolution en absence de traitement, elle se fait de avec l'existence de poussée évolutive, puis évolution vers le décès. Sous traitement, avec un traitement bien conduit, donc l'évolution est favorable avec obtention de RC dans 95% des cas et guérison dans les 10 ans. À 10 ans, donc, elle est de 85% pour les formes localisées. Formes localisées, c'est-à-dire stade 1 et 2. Les stades avancés ou étendus, c'est stade 3 et 4. Voilà, stades localisés sont stade 1 et 2 sus-diaphragmatiques et les stades étendus sont les sous-diaphragmatiques, stade 3 et 4. Ce qu'il faut retenir, stade 1 et 2 localisés, stade 3 et 4, c'est étendu. Voilà, on a ce qu'on appelle sous traitement bien conduit, sous chimio-radiothérapie. Les stades localisés, la RCL est de 95%, la guérison elle est de 85% dans 10 ans, et 70% avec guérison 50 à 60% dans 10 ans pour les stades étendus et avancés. Pour le facteur pronostic, il y a deux facteurs de score qui sont utilisés. Pour les stades localisés, on utilise l'IORTC, un seul facteur confère à la pathologie un groupe défavorable. Pour les stades diffus, on utilise l'EPS. Et vous avez les différents paramètres qu'il faut en tenir compte. Je ne vais pas m'attarder. On va pas s'attarder sur ça. Donc, le traitement, on va faire un bilan préthérapeutique, c'est-à-dire un bilan hépatique, bilan rénal et glycémie parce que la chimiothérapie, elle va être métabolisée au niveau du foie, éliminée par le rein, sérologie virale, test de Combs direct parce que tout le syndrome prolifératif, il faut rechercher un zytopénie autoimmune dans la chaille. Les prototypes d'auto-albumine parce que
avant de prescrire la chimiothérapie, l'échographie cardiaque, parce que c'est des drogues de chimiothérapie, donc sont cardiotoxiques. Le FR, il y a des drogues qui sont contre-indiquées en cas de syndrome, comme la bliomycine qui est contre-indiquée en cas de syndrome restrictif sévère, ainsi qu'une conservation ferme selon l'âge. Le traitement, il est basé sur la chimio-radiothérapie. Chimiothérapie qui a un but réductrice. Donc, c'est une chimiothérapie réductrice, une chimiothérapie réductrice dont le but c'est de réduire la masse tumorale. Et la radiothérapie stérilisatrice, donc ça c'est à retenir, chimiothérapie réductrice et radiothérapie stérilisatrice. C'est ça le traitement de la maladie d'Hodgkin. Le gold standard utilisé c'est la BPD. Donc, et la radiothérapie, il y a plusieurs protocoles. 30 à 40 degrés. Les effets secondaires immédiats hématologiques, c'est les cytopénies, c'est les aplasies post-chimiothérapie, l'alopécie, complications digestives, etc. Tardif, c'est les infections liées à l'immunodépression, l'IDM, fibrose pulmonaire, etc. Radiothermie pour la radiothérapie, etc. Donc voilà le traitement. Donc, et ça dépend du stade. Si on est en forme localisée de bon pronostic, donc on met 3 cures d'ABPD, c'est une polychimiothérapie qui est l'adriamycine, bliomycine, vinblastine et dacarbazine. Donc, c'est une 3 cycles d'ABPD pour les formes localisées de bon pronostic avec une radiothérapie liée à type IFRT à 20 degrés. Pour les formes localisées mais de mauvais pronostic, c'est-à-dire IORTC supérieur à un facteur, donc 4 ABVD avec une radiothérapie stérilisatrice 30 à 36 degrés sur les sites initialement atteints. Mais les formes étendues, c'est une polychimiothérapie. 6 à 8 cures pour les formes de bon pronostic. Et stade avancé, mauvais pronostic, on peut intensifier jusqu'à BCOP, changer de protocole plus agressif, ou la BVT. Mais ce qu'il faut retenir, une chimiothérapie réductrice, radiothérapie pardon, stérilisatrice. Voilà, pour les formes localisées, une chimioradiothérapie et forme étendue, chimiothérapie. Parfois, on utilise de la radiothérapie sur les masses résiduelles, mais c'est ça l'intérêt de PET scan. On va voir est-ce que c'est vraiment métabolique ou non. Mais ce qu'il faut retenir, chimioradiothérapie, forme localisée, chimioradiothérapie, forme étendue, c'est les chimiothérapies. Donc, j'espère que ça a été clair pour le lymphome de Hodgkin. Pour le lymphome non Hodgkinien, on va passer rapidement sur le lymphome non Hodgkinien. C'est la même chose pratiquement. Donc, l'origine dépend de l'origine de la cellule, de type histologique. Donc, c'est un groupe qui est hétérogène, prolifération maligne, système lymphoïde, point de départ et extramédullaire, c'est le système lymphatique secondaire. L'hétérogénéité, donc la classification, elle repose sur la clinique, la présentation clinique, l'étude anatomopathologique qui est obligatoire pour le diagnostic avec l'immunohistochimie et cytogénétique. Donc, voilà qui permet de classer le syndrome lymphoprolifératif selon classification OMS. Donc, pour la classification, on a soit les lymphomes B et les lymphomes C. Pour les lymphomes B, il y a les lymphomes à petites cellules et il y a les lymphomes à grandes cellules. Comme les lymphomes T, il y a les lymphomes à petites cellules et les lymphomes à grandes cellules. Tout repose sur l'origine de la cellule. Donc, voilà, pour ne pas trop vous embrouiller, pour ne pas compliquer les choses. Ensuite, on a un mot sur l'épidémiologie. Pour l'épidémiologie, donc l'incidence augmente de façon régulière avec l'âge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lymphomes à petites cellules se voient surtout chez le sujet âgé et à grandes cellules se voient chez le jeune adulte. Euh, Pour les facteurs de risque, la cause elle est inconnue et il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque infectieux comme le virus d'Epstein par virus qui est incriminé dans le lymphome de Burkitt et dans bien sûr le lymphome d'Hodgkin, l'HTLV pour le lymphome T, le VIH, l'hépatite C, l'HHV 6 et l'HHV 8 et l'Helicobacter pylori pour marginal ou malte digestif. Facteurs immunologiques, on a les déficits congénitaux qui exposent à donc,
les patients qui ont un déficit congénital sont exposés à développer des leucémies aiguës, des lymphomes, etc. Déficit acquis comme VIH, transplantation d'organes, maladie immunitaire. Voilà les facteurs de risque. Donc là, c'est les fréquences des différentes lymphomes et la classification dépend de l'origine de la cellule, là où provient l'anomalie, où provient la cellule tumorale. Comme le lymphome B, donc dépend soit pré-centres germinatifs qui sont essentiellement le lymphome du manteau, centre germinatif, lymphome à grande cellule, lymphome folliculaire, post-centre germinatif, lymphome de la zone marginale, lymphome lymphoplasmocytaire. La même chose pour le lymphome T. Le lymphome T, le diagnostic repose essentiellement sur l'histologie. Ensuite, on a le tableau clinique. Circonstances découvertes, on peut découvrir par un syndrome tumoral, les signes généraux, les anomalies d'FNS, signes digestifs, etc. L'examen clinique repose sur l'examen de lymphoganglionnaire. On doit rechercher des adénopathies superficielles et profondes. Examen complet des des 11 appareils. On doit toujours évaluer l'état clinique. On va faire une cotation par le score ECOG, donc normal c'est 0, 1 c'est les petits travaux possibles. Donc stade 2, donc il préserve son autonomie mais qui dépasse 50% des activités habituelles. 3 pour les patients, donc il préserve l'autonomie mais qui ne dépasse pas 50% des activités habituelles. 4, il est confiné au lit. Donc voilà, l'examen clinique, on recherche les adénopathies. Il y a un autre score, donc c'est le score de Karnofsky, mais l'écho qui est le plus utilisé. Donc là, c'est l'examen des aires ganglionnaires. Vous voyez les masses cervicales, l'atteinte cutanée, ça c'est les adénopathies axillaires, etc. Le diagnostic positif, donc il y a des examens d'orientation, on a vu l'hémogramme, les dires à la tuberculine, on a le thorax et la ponction ganglionnaire qui permet d'orienter. Sauf dans le lymphome de Burkitt, c'est une urgence, donc on peut traiter sur les cytologies. Mais l'histologie reste l'examen de référence pour poser le diagnostic de lymphome. Et on doit compléter par l'immunohistochimie. Ensuite, on a le bilan d'extension comme le lymphome d'Hodgkin. Il y a bilan examen clinique complet, examen radiologique. Le PET scan, ce qu'il faut savoir, le PET scan, il est avide pour le lymphome d'Hodgkin et pour le lymphome agressif et certains lymphomes. Mais il n'est pas indiqué dans d'autres lymphomes qui sont pas avides. Donc, par exemple, le lymphome marginal, le PET scan n'est pas indiqué. Il sert à rien. Donc, voilà. On va pas avoir une hyperfixation. Donc, bilan radiologique, radiographie thorax, échographie et scanner TAP. Examen ORC, on a des adénopathies cervicales, ponction lombaire uniquement lorsque la probabilité d'envahissement est réelle. Donc, il est indiqué surtout dans les lymphomes agressifs avec un score pronostic défavorable ou intermédiaire. Voilà. Et selon les signes d'appel, on fait l'endoscopie digestive, scintigraphie en douloureuse, scintigraphie, biopsie placée en suspecte latente, hépatique, etc. Selon les signes d'appel. Donc, c'est pratiquement la même chose que le lymphome de Hodgkin et au terme de ces bilans, on fait la classification d'un arbre qui est la même que ce qu'il faut. Oui, j'ai oublié de vous dire que quand on met petit s, c'est qu'il y a une atteinte splénique mais qui est fait par, c'est une aire ganglionnaire. Mais quand on rajoute S pour juste préciser qu'il y a une atteinte splénique, c'est tout. Donc ensuite, il y a d'autres examens complémentaires, bilan hépatique, rénal. Il y a des examens qui servent, ils ont un intérêt pronostic comme LDH bêta 2 microglobuline. Quand ils sont élevés, ça c'est une mauvais pronostic. Voilà, on fait le bilan pré-thérapeutique, l'évaluation cardiaque. Ensuite, on traite notre patient. Donc l'évolution, il y a deux types de lymphomes. On a dit qu'il y a les lymphomes de bas grade, donc de faible malignité, il y a des lymphomes de haut grade. Les lymphomes indolents à petites cellules, par exemple, parmi les syndromes lymphoprolifératifs indolents, on a vu là
LLC qui fait partie des syndromes lymphoprolifératifs, on a dit quand la pathologie elle n'est pas symptomatique, c'est-à-dire stade A ou B, qu'il n'y a pas de signes généraux, il n'y a pas de signes il n'y a pas de signes de mise en route de traitement. Donc, on reste sur l'abstention thérapeutique, on ne traite pas. On traite quand ça devient symptomatique et il y a des signes que la pathologie elle commence à être symptomatique. Donc là, on traite. Donc lymphome de faible malignité est caractérisé par une évolution lente. Mais quand et on peut rester sur l'abstention thérapeutique. On peut opter pour l'abstention thérapeutique quand ça n'est pas symptomatique. Mais quand ça devient symptomatique, on traite. Par contre, les lymphomes agressifs, il faut traiter. Donc, parce que l'évolution, elle est très agressive avec une forte mortalité précoce. Donc, on doit traiter, peu importe le stade. Il faut traiter quand c'est de haut grade de malignité ou de malignité intermédiaire. Donc, voilà l'évolution. Les armes, c'est comme il y a le traitement symptomatique, il y a la chimio-radiothérapie, il y a greffe de moelle, autogreffe ou allogreffe. Ce qu'il faut savoir dans le traitement symptomatique, tout dépend des signes et les complications. Pour le traitement spécifique, on utilise une polychimiothérapie qui est le gold standard, c'est le CHOP qui contient cyclophosphamide, l'adriamycine, l'oncovin ou vincristine et le prednisone. Donc voilà, quand c'est un lymphome B, puisque c'est lymphome B, on a dit qu'ils ont, les lymphocytes B, ils ont un CD20 à leur surface. Donc voilà, quand on est devant un lymphome B, on rajoute l'immunothérapie qui est un anti-CD20 qui est le rituximab et ça devient R-CHOP. Voilà, R-CHOP, c'est le gold standard des lymphomes B. Ce qu'il faut savoir, dans le lymphome d'Hodgkin, c'est le protocole ABVD. Dans les lymphomes, c'est le R-CHOP. Voilà. Radiothérapie est d'utilisation limitée. Donc voilà quelques exemples d'indications de traitement. Vous n'êtes pas obligé de connaître toutes ces indications. Ce qu'il faut savoir quand c'est un lymphome indolent, quand il n'est pas symptomatique, on reste en abstention thérapeutique. Quand ça devient symptomatique, on commence un traitement. Il y a plusieurs protocoles. Pour les lymphomes agressifs, on doit traiter et le gold standard c'est le R-CHOP. Voilà. Donc, les points à retenir et les points forts à retenir sur le lymphome, c'est un cancer dont la fréquence augmente, mais pas de cause connue à cette augmentation. Les signes cliniques d'appel sont très variés, de l'adénopathie, signes généraux, etc. On a vu les différents motifs de consultation et circonstances découvertes. Le diagnostic repose donc sur la biopsie tumorale et sur l'étude histologique. Et les formes anatomopathologiques, il y a les formes B agressives, il y a les formes B indolentes, et il y a les formes T qui sont le plus souvent, que ce soit grandes cellules, la plupart sont agressifs, les lymphomes T. Voilà. Les lymphomes B, il y a les agressifs et indolents. Pour le bilan d'extension, c'est le même que c'est un examen clinique complet, examen radiologique, histologique et le bilan biologique. Il y a l'étude facteur pronostic et chaque type histologique a son facteur pronostic. Par exemple, dans le folliculaire, c'est le FLIPI, dans le manteau, c'est le MEPI, dans le lymphome à grande cellule, c'est l'EPI, et l'EPI adapté à l'âge. Donc voilà les différents facteurs pronostiques, ce qu'il faut. Et le traitement repose sur une polychimiothérapie. On a dit que pour les lymphomes indolents B qui sont plus ou moins gentils, dans l'évolution elle est lente, elle n'est pas agressive, donc on peut opter pour l'abstention thérapeutique pour les lymphomes B indolents qui ne sont pas symptomatiques. Donc on peut opter pour l'abstention thérapeutique. On traite quand ça devient symptomatique et il y a des critères de mise en route de traitement. Donc voilà. Et pour le lymphome B agressif, on doit traiter lymphome T et on doit traiter directement. Donc le gold standard c'est le CHOP. Quand c'est un lymphome B, on rajoute un anti-CD20 qui est le R, rituximab. C'est dans le protocole R-CHOP. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Ben, je vous souhaite bon courage. صحة لكم صحة